Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à tous ces programmes. Entretien reçoit pour vous aujourd'hui le professeur Abbé Richard Mugaruka. Avec lui, nous allons parler de notre pays, mais plus particulièrement le défi à relever pour le développement du pays, mais aussi la situation sécuritaire qui reste volatile, principalement dans l'est de notre pays. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Voilà, ça fait ça fait beaucoup de temps, on ne vous a plus vu. Et maintenant, vous revenez sur Télé 7, sans doute pour aborder cette question avec nous. Comment analysez-vous tous les événements qui se sont passés dans notre pays depuis le mois dernier jusqu'à aujourd'hui? Notamment la francophonie. Et... Pour moi, la francophonie a été un non-événement. Après que l'Assemblée générale de l'ONU se soit penchée sur la situation sécuritaire à l'est du pays, après que l'on ait suivi toutes les déclarations qui ont été faites à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, la francophonie, pour nous, pour le Congo, par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays et qui est, comme vous le savez, surdéterminée par l'insécurité qui prévaut à l'Est, eh bien, par rapport à cela, la francophonie a été un non-événement. La francophonie n'a aucun moyen d'intervention directe sur la situation réelle sur le terrain. L'ONU en a, puisque l'ONU a la MONUSCO, avec ses 17 000 combattants et 2 000 bureaucrates, avec un budget d'1,4 milliard par an. Ce sont des moyens qui permettent à l'ONU de pouvoir intervenir et d'intervenir réellement sur la situation qui prévaut sur le terrain, même si nous devons déplorer des résultats mitigés de la présence de la MONUSCO depuis bientôt une quinzaine d'années. Mais l'ONU a les moyens d'intervenir sur le terrain, de modifier la situation sur le terrain, tandis que la francophonie n'a aucun moyen. Alors, ce qu'on a fait ici, donc la francophonie était un non-événement. Malgré les résolutions prises dans le sens de condamner le M23 et toute son activité terrorisme à l'est du pays. Vous savez, il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire. Lorsque une institution, un organisme international veut influer sur la situation dans un pays, eh bien, il intervient sur le terrain. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Ils sont intervenus militairement. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils sont intervenus militairement. Vous avez vu ce qui s'est passé les autres fois dans notre pays, par exemple la session katangaise. Il y a eu une intervention militaire. S'il n'y a pas d'intervention militaire, il n'y a pas de dissuasion diplomatique, mais de dissuasion politique possible. Ici, on n'a fait que des incantations inutiles. Alors, allons droit au fait, oui, et posons-nous la question de fond. La question de fond, c'est si nous voulons modifier la situation sur le terrain, il faut absolument que nous puissions nous imposer sur le plan militaire. 2, il faut que si nous voulons avoir une sécurité qui soit consolidée, il nous faut absolument une armée républicaine, dissuasive et performante. Sans ces 2 éléments-là, ce ne sont que des incantations, et des incantations qui cachent mal notre défaite sur le plan militaire, sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Mais alors, pendant ce temps, il y a eu aussi un développement, alors que c'est l'Ouganda qui pilote principalement les négociations de la CIRGEL, qui se propose dans un bref délai de mettre en place une force militaire neutre à déployer à la frontière commune RDC-Rwanda. Mais le même Ouganda et le Rwanda principalement sont accusés de soutenir militairement le mouvement rebelle du M23. Comment peut-on apprécier une telle situation où le médiateur, c'est lui également qui essaie de soutenir les agresseurs? Le drame de notre pays, c'est que nous ne sommes capables ni de faire la guerre, parce que nous n'avons pas d'armée, ni de négocier en position de force, parce que nous avons des faiblesses internes. Quelles sont ces faiblesses internes? La politique extérieure d'un pays est toujours le reflet et le prolongement de sa politique intérieure. Les faiblesses intérieures de notre pays sont nombreuses. Mais je voudrais simplement aller à ce que j'appelle les fondamentaux.
les fondamentaux. Il n'y a pas d'État sans un leadership, une politique véritablement compétente, véritablement acquise à la bonne gouvernance. Il n'y a pas d'État sans armée. Il n'y a pas d'État sans justice. Il n'y a pas d'État sans administration. Ce n'est pas chinois, dis donc, le Rwanda et l'Ouganda. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la France, ce ne sont pas des grandes puissances. Ce sont des pays pauvres, devant lesquels nous n'avons pas de raison de trembler. Et voilà, même ces petits États-là nous mettent à genoux. Non, restaurons l'État congolais. On nous a promis un Congo fort, uni et prospère. Et aujourd'hui, nous avons un Congo faible, divisé et pauvre. C'est grave. C'est ça qu'il faut, c'est là qu'il faut travailler, aux fondamentaux. Les institutions actuelles qui sont issues des urnes, vous pensez qu'elles ne font pas assez pour arriver à restaurer un État? Est-ce qu'il faut vite organiser, par exemple, les élections locales pour que... Dites-moi, les institutions issues de quelles urnes? Aujourd'hui, notre classe politique est une classe politique en l'air. Ceux qui nous dirigent c'est le sommet, mais la base ne participe pas. La pyramide est renversée, et comme la pyramide est renversée, elle repose sur son sommet, elle est instable. Elle balance, elle joue. Arrêtons-nous, arrêtons-nous et pensons aux fondamentaux. Allons jusqu'au bout du processus des élections, du processus électoral, et organisons les élections à la base, on n'en parle plus. Elle date, elle est inscrite dans la constitution même de l'État indépendant du Congo. Depuis sa naissance, le Congo est pratiquement candidat à la balkanisation. Et les tentations de balkanisation ont toujours existé. À sa création, le Congo était un espace de compromis. On l'a confié à un petit pays pour qu'il fasse seulement la sentinelle. Mais tous les grands avaient le droit d'y accéder, d'accéder à ces richesses, au bassin du Congo. À un moment de l'indépendance, lorsque la Belgique a vu qu'on lui arrachait le morceau, la Belgique a organisé la session katangaise, la session de Bakwanga. Mais n'oubliez pas que j'ai déjà fait une petite conférence là-dedans. Nous sommes à la 8e balkanisation. C'est la plus grave maintenant. Pendant les 50 premières années de l'indépendance, nous avons connu au moins une dizaine d'années de balkanisation. Mais celle-ci, c'est la plus grave, la plus dangereuse, parce que cette fois-ci, elle a duré très longtemps, et parce que cette fois-ci, je crois que la participation, la complicité des Congolais eux-mêmes, elle est beaucoup plus grande. Les anciennes, les balkanisations antérieures ont toujours été faites avec la complicité des Congolais, naturellement. Parce qu'il n'y a pas moyen de balkaniser le pays si les Congolais ne participent pas. Cette fois-ci, alors que le peuple a opposé une résistance terrible, farouche, et qu'elle a payé au prix de 6 millions de Congolais, plus de 6 millions qui sont morts et qui continuent à mourir encore aujourd'hui pour défendre l'intégrité du territoire, eh bien, nous constatons que, en fait, l'appareil d'État, les institutions sont infiltrées. Et que les complicités internes, on n'arrive pas à les contenir. Alors que on peut les inventorier, alors qu'il faudrait le faire. Il ne faut pas fuir le problème. On ne résout pas un problème en le fuyant. Si nous sommes infiltrés, il faut que nous sachions comment faire pour gérer cette infiltration. Monsieur l'abbé, à l'est du pays, la situation au nord Kivu, particulièrement même au sud Kivu, est très tendue selon tous les tout derniers rapports de la MONUSCO. Il y a des tueries, il y a même le docteur Denis Mukwege qui a failli être assassiné devant sa propre résidence. L'insécurité ne cesse d'augmenter. Mais apparemment, après le sommet de la francophonie, c'est comme si on est tous tombés dans la léthargie. Toutes ces activités diplomatiques qu'on avait vues à un certain moment, on ne les sent plus. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, je vous l'ai déjà dit en passant, en disant que être souverain, être indépendant, c'est être capable de se prendre en charge. Dans notre pays, les dirigeants ont pris l'habitude de penser que notre salut doit venir de l'extérieur. Et de l'extérieur, il ne viendra jamais rien si nous-mêmes, nous ne sommes pas assez organisés. Comme je vous l'ai dit, la politique extérieure d'un pays est toujours le reflet et le prolongement de sa politique intérieure. C'est d'abord l'État congolais qu'il faut refonder, qu'il faut consolider, qu'il faut asseoir. Et si l'État n'est pas suffisamment fort, n'est pas suffisamment solide, eh bien, nous nous exposerons à tout ça, nous exposerons à l'insécurité. Cette insécurité qui prévaut là chez nous, c'est quoi? C'est encore une fois une question de faiblesse de l'État. Où sont les forces de l'ordre?
la police, l'armée et les forces de renseignement qui sont chargées justement de sécuriser la population. Où sont-ils? Que font-ils? Il y a des responsables. Que font-ils? Que disent-ils? Et vous avez parlé de cette insécurité à l'intérieur, mais vous avez vu que après que la frontière du Nord Kivu, qui est devenue une passoire, ait été pratiquement effacée parce que du côté de Bunagana là-bas, les Rwandais et les Ougandais entrent et sortent comme ils veulent, vous le savez. Maintenant, c'est du côté du sud, du côté d'Ouvira, que le même mouvement s'observe. Il y a des tentatives de déstabilisation à partir du sud Kivu. Et vous vous rappelez comment a commencé l'aventure de l'invasion du Congo par le Rwanda? C'était pratiquement le même schéma. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les autorités s'arrêtent, qu'elles étudient cette question-là, ce problème, qu'elles prennent les mesures qui s'imposent et qu'elles sachent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, qu'on ne peut pas gérer un pays comme le nôtre s'il n'y a pas de prévention. Il n'est de vraie sécurité que dans la prévention. Ce n'est pas quand les hommes auront été, quand on aura déjà tué des Congolais, ce n'est pas quand la guerre va éclater qu'il faut réagir, ça sera trop tard parce qu'on ne pourra pas ressusciter les victimes. Et donc, c'est tout cet ensemble-là. Mais comme je vous l'ai dit, il faut qu'on aille aux fondamentaux. Qu'on ne pense pas qu'on peut chaque fois réagir au coup par coup. Un État doit être en état permanent d'assurer sa sécurité, en état permanent d'assurer le fonctionnement normal de son administration, en état permanent d'exercer la justice, en état permanent de gestion, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir devraient chaque fois, à tout moment, se rendre maître de tous les problèmes et de tous les paramètres qui définissent et déterminent la sécurité et le bien-être de la population. Alors maintenant, pour faire cela, il faut avoir de moyens. Le budget de l'État est aujourd'hui en examen au niveau du Parlement. Le Premier ministre est passé dernièrement le présenter. Là, il est redescendu à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations. Mais globalement, il se chiffre à plus ou moins 7,5 milliards de dollars. Est-ce que c'est quand même une avancée par rapport à ce qu'on a connu il y a de cela 3-4 ans? Vous savez, c'est comme ça que les politiciens argumentent. Ça a augmenté, mais ça a augmenté dans quelle fourchette, dans quelle proportion? Nous sommes toujours en deçà, vraiment en deçà du minimum budgétaire nécessaire au développement et à la gestion normale du pays. Un pays comme le nôtre ne peut pas se contenter d'un budget pareil, d'un budget si dérisoire. On parle des avancées, mais ce sont des avancées dans quoi? Dans le négatif. Mais il faut partir de quelque part, monsieur l'abbé. Non, mais ça c'est la façon. Écoutez, quand on est dans le négatif, il faut l'avouer. Nous avons été cotés par le PNUD dans le classement des pays selon l'indice de développement humain. Nous étions de tout dernier 187e sur 187 pays. Aujourd'hui, pour ce qui est de la gouvernance, le doing business, même chose. Pour ce qui est de la gouvernance, le classement sur la gouvernance, nous ne sommes pas très avancés, nous sommes des avant-derniers. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des avancées quand nous sommes toujours les tout derniers. Nous sommes toujours la lanterne rouge, je ne veux pas dire qu'il y a des avancées. En tout cas, ce budget-là, c'est quoi? Ce budget, c'est tout simplement le reflet du mal-être, de la défaillance, de l'inexistence de notre État. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, avec la population que nous avons, avec la superficie qui est la nôtre, et surtout avec le potentiel, les potentialités que nous avons, que nous n'ayons qu'un budget de 7 milliards et demi. C'est, je dirais, presque une honte. Mais est-ce que nous avons les capacités de mobiliser plus que ça, monsieur l'abbé? Certainement que nous avons ces capacités-là. Mais ces capacités-là sont d'abord quoi? Ces capacités, c'est d'abord les hommes. Ce ne sont pas les capacités qui se gèrent. Ce sont les hommes qui gèrent les capacités, les potentialités qui existent. Et c'est justement là le premier niveau, le premier signe de la défense de notre État, la défense du leadership, de la classe dirigeante. C'est eux qui devraient s'asseoir et dire, avec les potentialités dont nous disposons, avec tout ce que nous avons dans ce pays, potentialités humaines, mais aussi pour ressources naturelles, ce n'est pas normal que nous puissions avoir que 7 milliards de budget. Et donc, il faut trouver, ils doivent trouver. C'est ça, quand on se présente aux élections, quand on accepte d'assumer des fonctions publiques,
On signifie, on dit, je suis capable de résoudre les problèmes du pays en tenant compte de ses capacités, de ses potentialités réelles. Si on n'est pas capable, on reste chez soi à la maison. On ne se présente pas. Ceux qui sont là, ils n'ont pas d'excuses. Ou bien, ils sont incapables alors qu'ils s'abstiennent et qu'ils restent chez eux à la maison, ou bien alors s'ils se présentent et qu'ils occupent ces fonctions-là, et qui sont payés pour ça, parce que ce sont les seuls qui sont grassement payés, vous le savez. La seule catégorie professionnelle qui est payée décemment au Congo, c'est les cadres politico-administratifs. Eh bien, ils doivent assumer, ils doivent répondre aux exigences. Mais alors, quand on voit les crédits alloués à chaque ligne budgétaire, notamment les services de renseignement et de sécurité, comme vous dites, est-ce que vous pouvez espérer avoir la sécurité avec tout ce qu'on alloue à ces services-là? Mais on ne peut rien espérer avec un budget de 7,5 milliards pour un pays comme le Congo. On ne peut rien espérer. Et alors, ni du côté de la sécurité, ni du côté de la sécurité, ni du côté social, ni du côté de l'administration, ni du côté économique. Il n'y a rien qui peut fonctionner avec ça. Et donc, voilà, les fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Allez. Dans ce pays, 3,2% de la population des Congolais s'emparent, confisquent à leur profit 75% des richesses du pays. Vous voyez qu'il n'y a pas d'argent. Qu'on regarde les biens, la fortune de ces 3,2% de la population, la fortune qu'ils ont, ici au pays et ailleurs, on verrait que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la volonté politique. La volonté politique et la justice, c'est-à-dire une juste redistribution du revenu national. Alors, vous allez voir, là où le bas blesse, c'est quand vous voyez qu'avec le salaire d'un député, c'est l'équivalent de 120, de salaire de 120 policiers, 120 soldats, 120 enseignants. Le salaire de ministre, c'est l'équivalent de 200, le salaire de 200 enseignants, de 200 policiers. Ce n'est pas normal. Vous avez vu qu'en France, on a décidé que le salaire le plus élevé doit être maximum 20 fois le salaire minimal, donc le SMIC. Si on faisait déjà ça, si on faisait déjà une juste rétribution, qui est d'ailleurs les ministres doivent quand même avoir un peu de moyens pour faire leur travail. Personne n'est contre les moyens des ministres. La question est de savoir, ce ministre-là, le mot ministre signifie serviteur. Il n'est pas là pour tondre et manger les moutons, il est là pour les élever et les soigner. Et ces gens-là, ce sont de quoi? Ce sont des oppresseurs. Ce sont des... C'est pas possible, il n'y a pas moyen de les qualifier autrement. On ne peut pas imaginer un pays où des gens qui travaillent pour le même employeur qui est l'État, il y en a qui gagnent 200 fois plus que les autres. Non. Et nous avons beaucoup de cas. Lorsque vous faites la comparaison des salaires, vous allez vous rendre compte que notre situation est... Peut-être parce que vous êtes aussi enseignant, mais l'Église, mettons un peu pas dedans, donne aussi beaucoup de conseils, mais quand on associe l'Église dans la gestion, il paraît que ce n'est pas aussi ce que l'on espère. Hein. Mais qu'est-ce que vous a dit que l'Église est au ciel? L'Église congolaise est le produit de la société congolaise. Et toutes les antivaleurs que vous trouvez dans la société congolaise, vous les trouvez aussi dans l'Église congolaise. Les prêtres, les religieux, ils ne sont pas nés au ciel. Et ils viennent de notre société. Et l'Église subit le contre-coup de la dégradation de la situation dans notre pays, c'est clair. Il n'y a pas à tourner autour de pause, c'est vrai. Et en plus, je voudrais souligner ici que, contrairement à ce que les gens ont tendance à faire, il faudra qu'on se souvienne et qu'on se rappelle que l'Église n'a pas pour mission la gestion du temporel. Il faut nous juger sur nos performances en matière d'évangélisation. Oui, parce que c'est ça notre mission spécifique. Oui. Et ce sont les laïcs chrétiens, le temporel, la politique, l'armée, l'administration, la justice, l'économie, c'est le champ propre de l'apostolat des laïcs. Chaque fois qu'on demande aux prêtres d'aller s'occuper du temporel, cela signifie que nous avons échoué. Nous avons échoué à former un laïcat, des laïcs capables de remplir leur mission propre dans leur champ propre d'apostolat qui est le temporel
le politique et le milieu professionnel. Alors, n'oubliez pas que c'est la même chose pour les familles. Il ne faut pas que les gens nous demandent d'aller nous occuper de leurs femmes et de leurs enfants. C'est eux, en tant que chrétiens, qui doivent le faire. Alors, la comparaison que vous faites, donc... C'est pas... Monsieur, voilà, c'est aussi ça la grande difficulté. On doit rebâtir l'État. Le mandat passé est fini. On n'a pas mis en place le Conseil, la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la CENI, on le faisait, je l'avais dit au début, pour la francophonie. Depuis que c'est fini, la restructuration de la CENI traîne encore. On ne sait pas c'est à quel niveau. La société civile s'entre-déchire pour ceux qui doivent participer à la gestion. Voilà autant de questions qui font dire finalement que la société congolaise évolue en contre-courant de l'histoire. Non, la société, je dis bien l'État congolais. Voilà, je suis d'accord avec vous. On n'arrive pas à organiser les élections locales et communales, donc avec une démocratie en panne, hein, parce qu'en fait, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il doit être organisé au niveau de la base. Mais personne ne dénonce, même la société civile ne dénonce pas le fait qu'on n'ait pas organisé les élections, ne fût-ce qu'au niveau de la députation provinciale. Bon, alors, vous parlez de la CENI en panne, vous parlez de la mise à la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle en panne. Vous avez oublié la mise en place de la fameuse commission socio-économique, qui est une institution constitutionnelle prévue par la Constitution. Le Conseil socio-économique, qui doit exister à tous les niveaux, national et au niveau local. Eh bien, nous sommes en panne. C'est ça que j'appelle, moi, la panne, la défaillance de l'État. Nous sommes en panne déjà au niveau des organes. Au niveau des structures, nous sommes en panne. Comment voulez-vous que nous puissions aller pour que les autres puissent avancer? Alors, monsieur l'abbé, on va finir. Or, tout ça n'est pas chinois. Tout ça n'est pas impossible. Donc, nous sommes capables de le faire, mais on manque de volonté. Il y a une responsabilité des dirigeants, une défaillance des dirigeants, une culpabilité des dirigeants qu'il faut mettre en cause, absolument. Mais avec la population aussi, parce que lorsque nous irons aux élections, ce sont les mêmes députés qui vont revenir et ils seront réélus. Ce n'est pas aussi sûr que cela. Je n'ai pas les statistiques, mais comptez le nombre de députés qui ont été réélus. 2. Si nous voulons nous donner la chance de pouvoir faire émerger un nouveau leadership, organisons les élections à la base. Voilà. Parce qu'à partir de là, il va y avoir des gens qui sont des proches élus de la population. Proximité. Et ça pourrait être comme le vivier pour justement avoir le renouvellement du leadership national. Alors, on parle des élections. Il y a les députés de Massissi, les députés de Massissi qui ont connu des problèmes. La CENI avait demandé que les élections soient réorganisées, annulées, puis organisées à nouveau. Mais la Cour suprême a confirmé ces députés-là. Ils arrivent à l'Assemblée nationale. On a refusé de valider leur mandat au motif qu'ils appartiendraient au CNDP, qui se retrouve être la branche politique du mouvement M23. Vous qui connaissez un peu cette partie du pays, quelle peut être la conséquence d'une telle décision sur le terrain? Encore une fois, c'est la conséquence de la navigation à vue. Qu'est-ce qui a créé, institutionnalisé la prime à la violence comme moyen de conquérir le pouvoir? Mais est-ce qu'on avait le choix? La question n'est pas là. La question est que qui sème le vent récolte la tempête. Lorsque vous ne assurez pas des fondations, lorsque vous prenez comme habitude de récompenser tous ceux qui ont recouru à la violence et aux armes, lorsque vous prenez l'habitude de les récompenser et de leur donner le pouvoir, des fois vous étonnez que après ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a fait le brassage, on a fait le mixage, on a fait la prime à la violence, on a donné le pouvoir à des criminels, des gens qui ont les mains pleines de sang, des criminels économiques, des pillards. On leur a donné le pouvoir. Comment voulez-vous qu'après avoir instauré de telles pratiques, on puisse se plaindre que là, à Massissi, ce soit le cas? Qui est-ce qui a créé ces accords qu'on a signés? Qui est-ce qui les a signés? Non. Soyons rationnels et systématiques. Et on ne peut pas gérer un pays comme ça, au coup par coup, avec des essais, des tâtonnements. Non, il faut qu'on assure les fondamentaux. Si vous voulez mettre fin à ça, eh bien,
changeons, tournons la page de la belligérance et faisons comme on fait dans tous les pays du monde. Pour pouvoir accéder aux fonctions politiques, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et qu'on cesse de donner la prime à la violence, aux armes comme moyen de conquérir le pouvoir, qu'on cesse, chaque fois que quelqu'un a pris les armes, de lui dire on va négocier. Il faut arrêter ça. Mais s'il est en position de force, M. L'abbé, qu'est-ce qu'on fait pour le ramener? C'est le cas actuel avec les M23. Oui. On n'arrive pas à le vaincre militairement, diplomatiquement ça bloque. L'issue, c'est peut-être l'issue politique. Aucun État au monde n'a le droit d'être faible. Un État normal doit avoir ce qu'on appelle le monopole de la violence. Un État qui n'a pas le monopole de la violence n'est pas un État. Ça signifie donc que si vous négociez avec les M23, négociez avec El Koulouna aussi. Négociez avec tous les voleurs, parce qu'ils vous gênent. Non. Ceux qui sont au pouvoir, on leur donne la possibilité d'avoir un budget. On leur donne la possibilité de prélever des taxes et des impôts. C'est pour qu'ils puissent organiser l'armée, les forces de sécurité et que l'État soit en mesure de détenir le monopole de la violence. Entériner cet état-là, l'état de notre faiblesse, c'est créer justement le problème que nous avons aujourd'hui, saper les fondamentaux. Et quand vous sapez les fondamentaux, bon, vous allez négocier avec l'M23. Demain, si vous ou moi nous sommes fâchés, nous prenons des armes, on devra négocier avec nous aussi. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Revenons aux fondamentaux. Aucun État ne peut se mettre à genoux devant la violence sous peine de cesser d'exister comme État. Et c'est peut-être là où nous en sommes aujourd'hui. Merci, M. L'abbé, pour toutes ces analyses. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est déjà prochainement. Et pour le moment, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci, M. L'abbé. Merci beaucoup. you.